Bonsoir à toutes et tous, et merci à la Fondation Jan Michalski de nous accueillir ce soir et de nous accueillir pour 2 mois de résidence entre ces murs. J'ai le plaisir de faire l'introduction aujourd'hui avec très peu de notes, ce dont je n'ai pas l'habitude, mais je suis interdite de grande lecture à cause d'une blessure à l'œil, et donc ce qui est un peu ironique à l'aube d'une résidence littéraire, ma foi, tant pis pour cette fois. Et j'ai le plaisir, du coup, de nous présenter et de présenter notre démarche et notre travail à Stéphanie Cadoret, Marie-Lou Ritz et moi-même, Alice Bottarelli. Tout a commencé pendant un atelier d'écriture en 2015 que j'ai proposé à plusieurs amis et autour duquel se sont agglomérés de plus en plus de monde. Un jour, on s'est intéressé à l'écriture collective. On a travaillé autour de cette démarche de plus en plus et on a utiliser le jeu de rôle comme un médium assez utile pour créer de l'écriture en commun, parce que ça permettait de façonner ensemble une partie de jeu de rôle et une histoire, une fiction, qui comprenait autant de personnages que de joueuses et joueurs, et qui était un tout à la fin, qui avait une certaine cohérence. Une après-midi de novembre 2020, Stéphanie et moi avons proposé au groupe d'aborder sur un sous-marin à la fin du XIXe siècle qui s'appelle le Nautiscaf. On était 6 dans cette première aventure. On est 3 maintenant parce qu'on a décidé de faire de ce projet quelque chose d'un peu plus ample, un peu plus professionnel, et sous la forme d'un roman. Donc on a contacté 2 éditeurs, Alexandre Metzner et Antoine Virda, des Presses Inverses à Prix, qui soutiennent ce projet. Et donc ça va être l'objet de ces 2 mois de résidence d'en faire un roman. Ce projet a 3 dimensions. Vous l'aurez compris, la dimension communautaire, collective. C'est ce qui nous permet ce soir d'avoir une nouvelle personne à notre bord et de transformer ce trio en quatuor. Donc Philémon nous rejoint pour de la musique en live. La deuxième dimension de ce travail, c'est le côté expérimental. Ce que vous allez voir ce soir est un prototype. Ça n'a jamais été joué avant, ça ne sera jamais joué après. Et Stéphanie Cadoret est réalisatrice de films d'animation et fait la dimension visuelle du spectacle. Donc son travail n'a pas été créé avant, il est créé sur le moment. On l'a répété, mais ce que vous allez voir ce soir est absolument unique. Donc à la croisée des médiums, des supports et des genres, on a aussi une 3e dimension de notre projet qui est celle de l'intertextualité, à la croisée des autrices et auteurs qui nous ont inspirés, notamment des autrices et auteurs de la fin du XIXe siècle, comme évidemment Jules Verne et ses voyages extraordinaires, mais aussi Élisée Reclus, qui était un anarchiste et un géologue, ou encore Jane Austen, qui inspire un des personnages pour le côté romantique de la chose. Et peut-être que vous reconnaîtrez dans le travail de Stéphanie des allusions à Georges Méliès, qui était réalisateur au tout début du cinéma et créateur d'effets spéciaux, vraiment à l'aube de ce nouveau genre et médium. Donc ce soir, je vous propose d'aborder avec nous à bord du Nautiscaf ce sous-marin un peu steampunk qui mêle du coup la technologie de la vapeur et des zeppelins. On partira de Wellington en Nouvelle-Zélande pour aller au large du Pacifique, dans la faille des Nouvelles-Hébrides, qui fait 7 km de profondeur. Et c'est pourquoi le sous-marin est muni d'une cheminée de 7 km de haut, évidemment. Donc dans le côté fantastique et aventure, nous vous invitons à suivre 3 personnages. Jamie Purcell, naturaliste et savant, qui s'intéresse et qui se passionne pour la flore du Pacifique, et la faune, bien sûr. Margaret Rockfellington, jeune lady destinée à épouser un colon néo-zélandais et qui décide de prendre une bifurcation et de tenir sa propre destinée entre ses mains. Et Magnus Anders, un personnage un peu mystérieux, le médecin de bord, dont on ne connaît pas très bien les origines. Et ce soir, je vais faire le perroquet sur l'épaule du capitaine et je vous souhaite un très bon voyage. Registre d'observation de Jamie Purcell. Des échafaudages titanesques
perçait les nuages, visible longtemps avant la toute jeune capitale de la toute jeune nation, et pourtant dressée en son cœur. Wellington, la rumeur instrumentale et polyglotte du chantier naval, domine la ville, par ailleurs minuscule. Je prends mon temps avant de faire connaître mon arrivée à mes employeurs. J'ai au moins 2 jours devant moi pour prendre la température de la ville, faire le tri de mes notes de voyage et de mes nouveaux échantillons biologiques. J'attends une éclaircie également. Pas par pusillanimité, mais bien parce que j'espère une lumière idéale lorsque je lèverai les yeux pour la première fois sur le vaisseau où attend mon destin. Journal de Margaret Rockfellington, 17 décembre 1867. Cher journal, journal chéri, nous y voilà enfin. Le cuisinier engagé pour accompagner le Nautiscaf dans son aventure a choisi d'abandonner son poste pour des raisons de santé, mais s'est empressé de conseiller le jeune Gareth Fellington pour le remplacer. Il me faut à présent parfaire mon rôle de jeune maître-coq. Heureusement, j'ai déjà commencé à me former dans le plus grand secret. Souviens-toi, cher journal, mes tentatives de scones. Promis, je ne m'y risquerai pas à bord du sous-marin. Fort heureusement, j'ai entendu dire que la nourriture à bord serait essentiellement faite de biscuits secs, de légumes secs, de fruits secs, de lard sec et de poissons salés. Des boîtes de conserve auraient également été acheminées dans les cales du Nautiscaf. Du Nautiscaf. Du Nautiscaf. Je ne me lasse pas de tracer ici le nom tant espéré du vaisseau dont tous les soirs je salue la majestueuse cheminée, pourtant stationnée à plusieurs miles de notre demeure. Carnet de bord de Magnus Anders. L'affrètement du Nautiscaf touche à sa fin. Je m'apprête à le visiter pour la première fois. Enfin. Dans le port en effervescence depuis 2 semaines, je tourne autour du bâtiment, tel un animal fou autour d'une charogne. La construction a pris des mois et jeté la ville dans un émoi hors du commun. Voilà que la minuscule et jeune bourgade de Wellington a doublé en densité. Armateurs, marins, artisans, colporteurs, aventuriers et curieux de toutes sortes s'agglutinent sur les quais déjà surchargés de marchandises. Ils évoluent avec peine entre les cordages, les monceaux de métal, les tubes de laiton, barres de fer, plaques de cuivre, cordages, laiton, fer, cuivre. L'arrivée de matériel et les cris des affréteurs finissent par repousser le chaland dans les ruelles de la ville. Et surtout, dans les bars, bondés, enfumés, retentissant des anecdotes et fanfaronnades des matelots ivres. Sur les quais, on décharge des coffres d'où sont extraits tuyaux, hélices, cylindres, roues crantées et autres pièces de moteur, pompes, soupapes, essieux, pistons. Des techniciens s'affairent à monter la machinerie complexe pour la tester dans un vacarme démonstratif. Cordage, métal, sifflement, grondement, cliquetis frénétiques et claquements brutaux déchirent l'air autrefois calme de la baie. Le spectacle s'entoure de vapeur et de fumée, conférant à la scène des allures inquiétantes, mystiques. Au cœur du spectacle, des dirigeables et des ballons à gaz s'élèvent, charriant sous eux d'énormes lames métalliques, suspendues à des filins d'acier. Registre d'observation de Jamie Purcell.
Peut-être est-ce un signe de l'âge dont je devrais me soucier, mais j'ai toujours préféré les voiles à la technologie de la vapeur. J'excère ce grondement permanent des moteurs qui fait vibrer les habitacles et terrorise la faune environnante. Ainsi, mon enthousiasme pour cette mission hors norme est modéré par la perspective de supporter le bruit des pistons pendant de longues semaines. Depuis les rues pentues et verdoyantes de Wellington, il est impossible d'ignorer l'éclat agaçant de sa cheminée. Et pourtant, quand j'ai aperçu pour la première fois le nautiscaf entier dans sa rutilance chromée, tout bardé de cordes, comme s'il risquait de nous échapper, j'ai ressenti une certaine fierté. Non que les œuvres des hommes m'impressionnent habituellement, mais ce que nous nous apprêtons à faire, personne ne l'a fait avant nous. Et sans ce monstre de métal aux entrailles bouillantes, ce serait tout à fait impossible. Carnet de bord de Magnus Anders. Le capitaine Lloyd, chef de l'expédition qui se prépare à bord du nautiscaf, est l'épitomée de cet esprit brutal et conquérant, dont la souffrance affleure sous la peau, négligée, tue. Inguérissable. C'est lui qui vient de m'introduire dans les entrailles du sous-marin et de me faire visiter fièrement l'infirmerie où j'officierai en tant que médecin de bord. 2 mois dans cette boîte de métal dont l'air proviendra du seul tuyau de sa cheminée. 2 mois à administrer potions et remèdes douteux dans cette pièce trop petite pour que l'on y écarte les bras. 2 mois en compagnie d'hommes taciturnes à manger de leur viande et du poisson trop cuit. En attendant d'y être contraint, j'évite la compagnie humaine et fuis les extatiques qui se pâment devant les monstres gonflés d'hélium et bardés de filets. Devant la vaste cage de métal destinée à racler les fonds marins sauvages. Et bien sûr, devant le prodige le plus étourdissant d'entre tous, la titanesque cheminée du nautiscaf. C'est avant tout pour elle que la ville s'est ainsi engrossée de tous ces badauds venus des 4 coins du monde. Pour elle que gratte-papier et daguerréotypeurs encombrent la rade du matin au soir. Pour elle que forbans et prostituées viennent s'acoquiner du crépuscule à l'aube. Pour elle, sans doute, que ce naturaliste griffonneur a traversé le globe, espérant découvrir dans les abysses des secrets qui, je l'espère, ne parviendront jamais à la connaissance des hommes. Elle se perd dans les nuages, dans les strates de l'atmosphère, toise la ville et l'île entière. Elle dit la vanité humaine, la prétention glorieuse, le progrès, sans fin et sans faille. À son contact, l'inquiétude me taraude et je deviens morose, me méfiant des humains et de leurs paradoxes.
Carnet de bord de Magnus Anders. Je grimpais ce matin le long de l'échelle menant à la première des 3 hunes fixées sur la cheminée. Puisqu'il n'y a guère de haubans ni manœuvres de voilure à réaliser ici, ces étroites plateformes ne servent qu'au travail d'observation, de guet ou d'entretien, si d'aventure la cheminée rencontrait quelques problèmes face aux aléas météorologiques et naturels. Ce que, je l'avoue, j'en viens souvent à souhaiter. Je ne vis jamais les membres de l'équipage s'élever que jusqu'à la première de ces plateformes, déjà haute d'une centaine de pieds. 30 mètres sur le vieux continent. J'escaladais sans me retourner, et une fois là-haut, un regard me permit de contempler la mer, loin autour du bateau. Et au-dessous de moi, ses vagues rapetissaient et sa vastitude d'autant plus vertigineuse. Alors, je ne pus réfréner mon élan et poursuivis mon ascension. Mes bras portèrent mon corps, allégé par l'ivresse des hauteurs, jusqu'à la 2e hune, située à 200 pieds de l'eau. Je m'agrippais solidement au barreau pour ne pas flancher, tandis que le vent s'engouffrait dans mes vêtements, me collait et décollait de la paroi cuivrée. Et je sentais que cette paroi même, qui était ma seule sécurité, ma solidité, ma garantie de survie, bien loin d'être stable, balançait, elle aussi, au gré des alizés. Alors que nous tanguions, la cheminée et moi, selon une amplitude bien trop conséquente pour rassurer quiconque, je ne réfléchis pas un instant de plus et continuais mon irrésistible élévation. Chaque barreau supplémentaire était une folie de plus. Chaque pied de hauteur menaçait un peu plus ma vie. Et pourtant, je ne craignais nullement la chute, me sentant apte à m'envoler s'il le fallait, ou à plonger dans les océans du haut de ces sommets. Journal de Margaret Rockfellington, 3 janvier 1868. Cher journal, Hier encore, c'est Margaret qui a assisté à l'inauguration du Nautiscaf, en jupon, collier et perles autour du cou. je te l'avoue, je n'ai presque rien retenu des discours, trop accaparé par le sous-marin et sa cheminée démesurée, culminant à 2300 pieds, un dixième seulement de sa taille réelle, lorsque, sous l'océan, elle se déploiera totalement. Mon regard est emporté vers les nuages, mon imagination au-delà. Je me suis ainsi perdue parmi les toiles colorées des dirigeables, chargées des derniers réglages, un nuage chatoyant, voilant le sommet dont je ne peux que rêver. Tel le goéland, je survole le littoral, les falaises blanches parsemées d'arbrisseaux secs, notre bouche, avant de piquer vers le ciel, dépassant les zeppelins, saluant les ouvriers affairés, pour mieux tenter de rejoindre le sommet cuivré. Je suis ramenée à terre par le baptême, premier moment vraiment intéressant de cette si solennelle cérémonie. Il semblerait que personne n'ait soufflé à la marraine du submersible les astuces permettant d'assurer une explosion bruyante de la bouteille au premier contact de la coque. Le Magnum a donc rebondi à 3 reprises, sous les regards effrayés de la foule, avant d'être récupéré et remplacé par son jumeau, préalablement fragilisé à la scie. Les officiels rivalisent d'humour pour détourner les esprits de la coque immaculée. La nouvelle tentative offre le bruyant spectacle de l'explosion de la bouteille et du vin de champagne répandu sur le métal, occasionnant des applaudissements frénétiques. Je n'ai rejoint le concert qu'avec un temps de retard,
alors que résonnait en moi ce dicton anglais. Un navire qui n'a pas goûté au vin goûtera au sang. Un navire qui n'a pas goûté au vin goûtera au sang. Journal de Margaret Rock-Fellington, 4 janvier 1868. Cher journal, je ne peux résister à l'envie d'écrire notre départ. Les lumières du port qui s'éteignent à mesure que le jour se lève et que le nautiscaf s'éloigne sous les saluts des ouvriers restés à quai. Ils agitent les bras en silence, ressemblent à des parents surpris et fiers à la fois de voir leur petit quitter le nid. Nous voilà partis pour de bon. Nous voilà partis pour de bon, c'est ce que je murmure, oubliant peut-être de moduler ma voix. À mes côtés, Purcell, le naturaliste, se contente de hocher la tête, les yeux rivés sur les ouvriers, Wellington, les falaises et le bush qui peu à peu disparaissent dans la brume matinale. La pointe de son stylet frôle le papier serré dans sa main gauche. Plus loin, Magnus, le médecin de bord,
fixe l'étendue d'eau. Il ne réagit pas à mon élan de soulagement. Il ne l'a sans doute pas entendu, tout comme notre capitaine, trop occupé à agiter la main, longtemps après que Wellington a disparu. Il me faut quelques minutes pour réaliser que, moi aussi, je salue encore les ouvriers, la ville, la terre, alors même que la brume nous entoure de toutes parts. Oui, cette fois, nous voilà partis. De joie, mon cœur ne cesse de faire des bonds. Et il reste au bord de mes lèvres, ce qui complique l'exercice de l'écriture. Les embruns auront au fait de réparer cela, j'en suis certaine. Je te laisse, cher journal. En effet, il me tarde d'explorer notre nautiscaf, de rencontrer mes compagnons de voyage et de vider mes entrailles du lard et du pain que j'ai eu la mauvaise idée de proposer comme plat de départ. Registre d'observation de Jamie Purcell. Nous avons laissé la baie de Wellington s'effacer derrière nous, escortés d'une nuée de mouettes de Buller, ces charognards habitués à suivre le silage des baleiniers, dans l'espoir d'en piller les reliefs. C'est avec un pincement de cœur que je regarde s'éloigner les côtes néo-zélandaises, à la faune si riche et si caractéristique. Au passage du cap Palliser, j'ai cru l'espace d'un instant apercevoir le long cou d'un des derniers moas sous le couvert des fougères arborescentes. Je dois abandonner l'idée d'une découverte majeure au cœur de ces terres abondantes pour l'espoir d'une rareté plus précieuse, mais également ô combien plus allusive, cachée dans l'immensité inexplorée du Pacifique. L'océan n'est pas un désert, loin de là. Les troupeaux de dauphins bottlenose coupent notre route au soleil couchant. Des groupes de baleines à bosse croisent à distance respectable. Il me semble avoir aperçu une fois la nageoire caudale d'un rorqual bleu, pourtant si discret et méfiant des équipages humains. 15 jours après que les dernières terres ont disparu, j'ai la surprise d'observer encore des familles d'albatros planant au-dessus de la cheminée. Je craignais de m'ennuyer, mais même la nuit, si je prends la peine de regarder par le hublot, des méduses lumineuses décrivent des constellations mouvantes sous la surface liquide. Rencontre du jour. Phoque, grand dauphin, requin, requin marteau, requin blanc, requin baleine, espadon. Carnet de bord de Magnus Anders. D'ordinaire, il m'eût fallu plusieurs semaines pour m'habituer à cet équipage hétéroclite, pour me fondre dans cette proximité contrainte et m'échauffer à leur mœurs, sans m'échauder toutefois. Notre voyage ne m'en laissait nullement le temps, et je dus me faire violence pour exprimer quelque cordialité et souscrire aux politesses nécessaires à la sociabilité en vase clos. Dès les premiers jours de notre périple, avant même l'immersion du vaisseau, je n'avais qu'un désir: m'enfermer dans ma cabine et réciter pour moi-même quelques poèmes de mon pays natal. Sans prévenir, dès le départ du port, la nostalgie m'a empoigné le cœur. Mes yeux désiraient la lumière douce et diffuse des cieux de mon enfance. Rencontre du jour, un couple d'albatros à cape blanche. Algues rouges dérivantes, un cormoran épuisé. Espadon. Carnet de bord de Magnus Anders. Mes souhaits profonds contrastent cruellement avec ma mission.
Je voudrais retourner dans ce foyer quitté il y a tant d'années. Or, je dois tout faire pour nous en éloigner. J'en viens presque à espérer échouer. Échouer pour parvenir à revenir chez moi. Mais le risque est trop grand. Nourris depuis le berceau par les mythes de conquête justifiant leurs atrocités, les aventuriers qui jettent leur vie à la merci des flots ne pourraient s'empêcher de détruire les trésors qu'ils trouveraient sur leur route. Aussi rares, délicats et précieux soient-ils. Mieux vaut que je mette tout en œuvre pour déboussoler, au sens propre, notre capitaine et écarter son navire de l'itinéraire prévu. Comme l'affection du capitaine Lloyd pour la dive bouteille se lit sur son visage, un visage habillé de rosacée et creusé de cernes, la stratégie est toute trouvée. La ferme décision d'abstinence qu'il proclame à tout bout de champ ne sera guère difficile à escamoter. Rencontre du jour. Poisson volant, tortue lutte, une colonie d'orques, 3 albatros hurleurs, si loin de toute terre, leur endurance me fascine. Une queue de baleine, trop loin pour être identifiée. Espadon. Journal de Margaret Rockfellington, 16 février 1868. Cher journal, voilà que je te délaisse. J'espère que tu sauras me pardonner. En effet, la vie à bord du Nautiscaf est bien plus remplie que mon existence de jeune lady de Wellington. J'ai donc peu de temps à t'accorder et beaucoup à digérer. Les roulis ne me réussissent pas autant que je l'imaginais et mon écœurement du premier jour ne s'est pas apaisé. Sans compter qu'il faut planifier puis préparer chaque repas, 3 par jour. Je dois être honnête, cher journal. Mes tentatives culinaires restent gustativement médiocres. Au mieux. Par chance, les membres de l'équipage ne m'en tiennent pas rigueur. Magnus se font même d'un merci chaque fois que je dépose la pitance sur la table. Un merci accompagné d'un demi-sourire des plus charmants, que je lui rends chaque fois que j'en ai l'occasion. Purcell semble bien plus intéressé par le contenu de l'océan que par celui de son assiette. Seul notre capitaine lâche des commentaires parfois bourrus, mais sous cette apparente brusquerie se cachent de précieux conseils, et je ne manquerai pas de baisser plus rapidement le feu sous la casserole la prochaine fois, de vider les poissons de leurs entrailles et de goûter avant d'ajouter du sel, puisque les boîtes de conserve semblent en contenir déjà une certaine quantité. Pêche du jour à la palangrotte. Poisson-lune, plantax orbiculaire, girelle-pan, Saint-Pierre, espadon. Registre d'observation de Jamie Purcell. La météo était particulièrement clémente à une belle journée d'observation. Sur une mer d'huile, tôt ce matin,
Une tortue lutte m'a fait l'honneur d'étirer son cou à la surface. Le docteur s'est présenté sur le pont au moment où j'essayais de dénombrer le groupe de poissons volants aux nageoires rouges vifs. Il est resté planté à fixer l'horizon. Et puis, il a maugréé quelque chose du type « maudite surface de mercure monotone et stérile ». Maudite surface de mercure monotone et stérile. Maudite surface de mercure monotone et stérile. Il m'a fallu un temps pour réaliser qu'il parlait du Pacifique. Cette merveille d'abondance où chaque vague révèle une nouvelle espèce. En dessous, c'est différent. En dessous, c'est différent. Me fit-il avec ce demi-sourire sibyllin. Carnet de bord de Magnus Anders. Notre dernier compagnon présente aussi sa dose d'exotisme. Il s'agit d'un savant naturaliste nommé Jamie Purcell. À l'instar de Garrett, il se bande le torse, altère sa voix pour la rendre plus grave et travaille à paraître plus grand qu'il ne l'est. À l'opposé de Garrett, il rationalise chaque décision, chaque idée, jugule ses affects. Surexploite son lobe frontal. Il privilégie les sens de la vue et de l'ouïe au détriment de toute autre perception. Aborde le monde au tranchant d'une pensée binaire, notant tout, observant chaque détail de ses yeux qui cisèlent, croyant triompher d'une expérience lorsqu'il peut l'étiqueter d'un vocable érudit. Il possède à la fois un cerveau trop grand pour un corps trop petit et un corps bien trop ample pour un esprit si mutilé. Il pénètre dans chaque journée muni d'une arme et d'un bouclier. Le rasoir d'Occam, qu'il veut brandir pour comprendre le réel, mais qui ne lui sert qu'à taillader la surface de la vie. Et son carnet, qu'il met entre lui et le chaos de l'univers pour le tenir à distance. Je le soupçonne de ne se sentir nullement à l'étroit dans le nautiscaf, mais bien plutôt dans sa propre boîte crânienne. Autant dire que je n'ai avec lui aucune affinité, quoique j'admire son entêtement, son intelligence critique et la violence qu'il s'inflige. Registre d'observation de Jamie Purcell. J'ai passé une bonne heure, les pieds crochetés à la rambarde pour récolter les mollusques et les algues incrustées dans la coque de notre nautiscaf et les comparer avec ceux prélevés à notre départ. Je ne constate que la prolifération de ces membranes visqueuses qui brunissent avec le temps. Garrett s'inquiétait de ma sécurité et m'a fermement maintenu les chevilles au prix de longs bleus derrière les genoux. Je ne lui tiens pas rigueur de sa compagnie. Son front transpirait au-dessus de ses sourcils sérieux. Je lui ai décrit l'anatomie des patelles et nous nous sommes extasiés sur les nuances de leurs coquilles coniques. Je lui ai cédé à regret ma récolte, qui ne manquera pas d'agrémenter un nouveau désastre culinaire. Je me garde bien de lui faire savoir que je réserve à ma gourmandise quelques huîtres sauvages, aspirées crues au moment de leur récolte. Je reconnais les spécimens de krill, Euphosia pacifica. mais mon échantillon se révèle bien plus varié. En repensant aux recherches de Darwin sur le corail, je me prends à imaginer ce petit monde invisible, mais dense, multiplié à l'échelle des océans comme de riches systèmes dérivants, immenses nuages impalpables et grouillants de vie. Forêt ou jungle, avec ses règles propres de symbiose et de prédation, évoluant en dehors des capacités sensorielles humaines,
dans lesquels les baleines à fanon sillonneraient des béances, telles des moissonneuses pélagiques. Et nous, sur nos navires, fondons ces luxuriances, l'œil fixé sur l'horizon, le cœur rivé sur l'espoir de la terre ferme, dans la crainte de sombrer dans la saumure, inconscients des trésors fertiles qui se déploient sous la surface. Sous la surface. Registre d'observation de Jamie Purcell. Cela fait 72 heures maintenant que nous avons quitté la surface. Le capitaine a scellé l'accès au ponton. Les parois opaques du monstre bourdonnant se sont irrémédiablement refermées sur nous, me privant de toute possibilité d'observation. J'espère que le jeu en vaut la chandelle. Gareth est chargé de remonter le petit chalut, mais a interdiction de rien mettre à la casserole avant que je n'ai eu le temps d'en inventorier la pêche. La profondeur semble directement corrélée à la longueur des dentitions. Ce que nous remontons ressemble de moins en moins à des poissons et de plus en plus à des monstres. La cheminée nous offre une prise d'air extérieur permanente, ce qui nous permet de chasser l'eau dans le sas au besoin. Lorsque j'ouvre la trappe submergée, mes pieds dans l'eau jusqu'aux genoux, j'ai la conscience aiguë d'être dans une boîte étanche, coincée au fond d'une autre boîte étanche, et que l'eau noire menace à la moindre faille de submerger. Une boîte étanche coincée dans une autre boîte étanche. Une boîte étanche dans une boîte étanche. Une boîte dans une boîte. Je m'émerveille de la résistance que lui oppose la bulle d'air invisible qui me maintient en vie. Carnet de bord de Magnus Anders. Voilà 1 mois que nous avons quitté Te Whanganui Atara. Wellington, dans la bouche des colons. Les jours sont longs, d'autant qu'ils ne sont pas bordés par la nuit. Ou plutôt, nous flottons dans une nuit permanente, éclairée par les tubes de Crookes qui diffusent une lueur verte, tout à fait surnaturelle. Nous jaugeons la durée des quarts de garde selon l'horloge de bord, qu'il faut remonter 1 fois par semaine. Encore faut-il tenir scrupuleusement compte des jours qui passent, et j'ai la nette impression que le décompte du capitaine Lloyd
et faussé. Registre d'observation de Jamie Purcell. Les poissons sentent-ils l'eau autour d'eux avec aussi peu de matérialité que je ressens l'air de mon milieu naturel ? Dans cette atmosphère confinée, l'air stagne, imperceptible. Et pourtant, c'est le moment où j'ai la plus forte conscience de sa présence et de sa nécessité. Les mesures scientifiques secondaires aux yeux de mes collègues me sont dévolues. Chimie de l'eau de mer, salinité, acidité, oxymétrie, température. L'anomalie de température repérée hier s'est amplifiée de 0,2 aujourd'hui. Il est temps d'alerter le reste de l'équipage. Journal de Margaret Rockwellington, 27 février 1868. Dans quelques jours, nous enverrons une sorte de cloche par le fond afin de visiter la fosse des Nouvelles Hébrides et de remplir notre mission. Purcell, en sa qualité de scientifique, est garanti de descendre. Je me suis portée volontaire pour l'accompagner. Nous voilà sur le point de découvrir un univers totalement inconnu. Cher journal, je te laisse imaginer mon enthousiasme. Registre d'observation de Jamie Purcell. Nous suivons désormais à tâtons la piste du réchauffement de l'eau. Cet objectif enfin clair génère un regain d'activité dans notre boîte de conserve immergée. Il me semble néanmoins que la volonté de notre capitaine fléchit, qu'il se ramollit, alors qu'il reconnaît lui-même que le voyage prend plus de sens. Pourtant, j'ai la certitude que nous sommes sur la bonne voie, à l'aube d'une découverte extraordinaire. Carnet de bord de Magnus Anders. Je joue de malchance. Purcell, Garrett et moi-même redoublions d'impatience à l'idée de descendre dans la cloche. Mais il n'y a que 2 places sous ce foutu demi-tonneau de métal. Et 2 places, c'est beaucoup dire. L'appareil est aux dimensions d'une seule personne et c'est déjà folie que de vouloir y coincer 2 corps. J'eus beau tout faire pour décourager, voire terroriser, Garrett, en lui listant les risques de perdre l'ouïe ou la vie sous 7000 mètres de colonne d'eau, rien ne le retenait ni n'endiguait son excessive curiosité. Avant que je n'aie le temps de l'évincer auprès du capitaine, celui-ci avait déjà décidé de tirer l'affaire au sort. Je perdis. Registre d'observation de Jamie Purcell. D'abord, le noir, tout juste ponctué par les veilleuses phosphorescentes. Mais il n'y a rien à voir. J'ai machinalement sorti mes feuillets pour combler l'attente par l'écriture. Est-ce que le risque en vaut la peine ? Est-ce que le risque en vaut la peine ? Et si on ne trouve rien ? Et si on ne trouve rien ? Et si on mourait ici ? Et si on mourait ici ? Pendant que mon esprit caresse des fantasmes paranoïaques, quelque chose attire mon attention. Quelque chose, lui. Une méduse ? Un poisson phare ? C'est beaucoup trop gros. Un claquement contre l'habitacle. Nous avons heurté une concrétion géologique.
La pierre défile un peu trop vite sous nos pieds. Ce n'est pas normal. Ça ressemble à un mur. Un bas-relief. Mon cerveau considère toutes les options à toute vitesse. Lave, corail, Sculpture humaine? carnet de bord de Magnus Anders. Le pire est arrivé. Par je ne sais quel miracle, ils sont parvenus à amener le vaisseau jusqu'au bord de... Au bord de... là où je devais tout faire pour qu'il n'arrive Jamais. Aubaine pour eux. Désastre pour moi, si piètre sentinelle. Et voilà que je contemple mon existence comme un immense échec. Il ne me resterait plus qu'à y mettre fin si j'avais un peu d'honneur. Toutefois, je veux tenter jusqu'au bout de mener à bien ma mission, de tenir mon rôle de vigie d'entre-monde. Il me faut à tout prix garantir l'imperméabilité entre les civilisations de surface et le monde immergé. Oui, face à l'impossibilité de les retenir de descendre, il me reste à les empêcher absolument de remonter. Registre d'observation de Jamie Purcell, dernière entrée. La lumière envahit l'habitacle. La lumière, par le fond, par en dessous. L'impatience bourdonne dans mes oreilles. Le bathyscaphe freine brutalement. Nous sommes au bout de la chaîne. Je prends une inspiration. Je plonge la tête sous l'eau. C'est impossible. C'est une ville. Merci à l'équipe technique. Merci.